Nous avons déjà vu la première séquence concernant toujours la première leçon qui est la glycémie. Et on a défini pendant cette séquence, on a donné la définition de la glycémie en tant que constante biologique qui veut dire la concentration de glucose dans le sang, bien la teneur de glucose dans le sang, et l'unité c'est en grammes par litre. Nous avons fait un aperçu sur la communication intercellulaire, c'est-à-dire la communication interorganes de l'organisme, ce qui permet bien sûr d'assurer l'intégrité de l'organisme, mais aussi d'assurer l'équilibre interne, c'est-à-dire l'homéostasie. Et dans cette communication donc, interviennent deux voies. Nous avons la voie hormonale et la voie nerveuse. Donc nous avons la voie hormonale et la voie nerveuse. Quels sont donc Et aussi, nous avons un troisième cas dans lequel on a l'intégration des deux voies, c'est-à-dire intégration de la voie hormonale avec la voie nerveuse. C'est-à-dire il y a des phénomènes biophysiologiques qui font intervenir les deux voies, c'est-à-dire nerveuse et hormonale. Donc, on a défini la glycémie en tant que constante biologique qui veut dire la concentration ou bien la teneur du glucose dans le sang. Et on a posé la question, quels sont les organes qui interviennent dans la régulation glycémique? Et on a mis en évidence un premier organe qui est le foie, et on a mis en évidence que le foie, il intervient en cas d'excès pour le stockage, c'est-à-dire il va stocker le glucose, et en cas de besoin, il va libérer du glucose dans le sang. Donc un deuxième organe intervient dans la régulation glycémique, c'est le pancréas. Mais avant d'entamer ce deuxième organe, donc, on va d'abord voir une expérience, la fameuse expérience de M. Claude Bernard concernant toujours le foie, qui est le premier organe primordial qui intervient dans la régulation de la glycémie. Donc Claude Bernard, après, il a sacrifié un chien, un gros chien, auquel c'est-à-dire qu'il a pu nourrir pour quelques jours. Ensuite, il l'a sacrifié et il a isolé le foie, mais il a gardé avec le foie la veine porte hépatique et la veine sus-hépatique. الوريد البابي تحت كبدي والوريد البابي الفوق كبدي. Donc pour la veine porte hépatique, donc il relie le foie avec les intestins, c'est-à-dire que les aliments absorbés au niveau des villosités intestinales donc, vont transiter à travers cette veine, c'est-à-dire chargée de nutriments, vers le foie, et le sang va sortir vers le cœur à travers la veine sus-hépatique. Donc il a procédé, M. Claude Bernard, donc c'est sa fameuse expérience, donc il est résumé dans ce paragraphe. Donc dans cette expérience, il prouve que d'après Claude Bernard, donc je reviens dans ce document, c'est-à-dire il a procédé à un lavage de foie, c'est-à-dire qu'il a branché ici un tuyau avec de l'eau distillée. Donc l'eau distillée traverse le foie et il va sortir à travers la veine sus-hépatique. Donc c'est-à-dire au début de l'expérience, il a remarqué que l'eau qui en sort de foie, elle est un peu sucrée, mais avec le temps, c'est-à-dire pendant 40 minutes de lavage, donc il a remarqué que l'eau qui en sort, il n'est plus sucrée, c'est-à-dire qu'on récupère seulement de l'eau distillée. Et il a laissé le foie dans les conditions ambiantes, les conditions de milieu, pendant 24 heures. Après, c'est-à-dire le lendemain, donc, il a procédé une deuxième fois au lavage du foie et il a remarqué que l'eau qui sort au début de l'expérience toujours contient une matière sucrée. Évidemment, c'est le glucose. Donc, il a pu conclure que le foie, à l'état frais, c'est-à-dire à l'état fonctionnel, c'est-à-dire lorsque le foie est en fonction physiologique, c'est-à-dire au sein de l'organisme, donc il stocke
le glucose ou bien le sucre absorbé au niveau des intestins et le stock se forme d'une substance qui n'est pas très soluble. Et donc, le foie, il va libérer le glucose, c'est-à-dire le glucose qui est soluble en cas de besoin. Donc, il a remarqué qu'on a deux types de substances ici. On a le glucose qui est très soluble dans le sang. Donc, cette expérience prouve qu'on a deux substances. Donc, une substance sucrée très soluble dans l'eau est facilement lessivée, c'est le glucose. Et une autre substance peu soluble dans l'eau, celle-ci se transforme peu en peu en glucose. Et Claude Bernard l'appelait le glycogène. Donc, le glycogène, c'est un sucre complexe, c'est-à-dire c'est un polymère de glucose. Il contient N-glucose. Et en cas d'excès de glucose dans le sang, donc, le glucose sera polymérisé sous forme de glycogène. Et en cas de besoin, le glycogène donc, sera hydrolysé et on aura la libération de glucose. Donc, ici, nous avons deux réactions qui se passent au niveau du foie. Donc, la première réaction, c'est dans le cas, c'est-à-dire après un repas riche en glucides, c'est-à-dire en sucre. Donc, on aura bien sûr la digestion des glucides qui vont se transformer en sucre simple, c'est-à-dire en glucose. Et donc, le glucose sera stocké au niveau du foie, c'est-à-dire lorsque le sang rentre dans le foie, donc il sera stocké sous forme de glycogène selon cette réaction. Donc, on aura N molécules de glucose, donc NC6H12O6, qui va être polymérisé sous forme d'une macromolécule qui s'appelle le glycogène, donc appelé comme l'appelait Claude Bernard. Donc, on aura ici C6H10O5 N fois. Si vous le remarquez, donc, on a absence d'un atome d'oxygène et absence de deux atomes d'hydrogène, c'est-à-dire H2O. Et donc, cette réaction se fait avec libération d'une molécule d'H2O et donc établissement d'une liaison chimique entre les deux molécules de glucose. C'est ce qu'on appelle la liaison glycosidique. Donc, c'est une liaison covalente qui se passe entre deux molécules successives de glucose avec libération, bien sûr, de N molécules d'H2O. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le sang contient une faible quantité d'oxygène, une faible quantité de glucose, donc on aura cette fois-ci l'hydrolyse de glycogène. Donc, c'est une réaction qui va nécessiter bien sûr la présence de l'eau, donc le glycogène plus H2O, qui va se transformer en glucose. Donc, la première réaction qui permet la polymérisation de glucose sous forme de glycogène, ça s'appelle la glycogénogenèse, alors que la deuxième réaction qui se passe en cas de besoin, c'est-à-dire en cas de la baisse de la teneur de glucose dans le sang, ça s'appelle la glycogénolyse. Donc ici, nous avons les deux réactions. Donc, ce sont deux réactions antagonistes. Donc, le deuxième organe qui intervient dans la régulation de la glycémie, c'est le pancréas. Donc, cette expérience va nous permettre de mettre en évidence le rôle de cet organe. Donc, on poursuit l'évolution de la glycémie chez un chien sain avant et après ablation de pancréas. Donc, la figure A ci-jointe représente les résultats obtenus. Donc, on va décrire la variation de la glycémie dans un premier temps et on va conclure dans un deuxième temps sur le rôle de pancréas. Donc, le graphe, la courbe, elle représente la variation de la glycémie en fonction de temps et on peut la diviser en deux domaines. Donc le premier domaine, c'est-à-dire avant l'ablation totale de pancréas et le deuxième domaine, c'est après l'ablation de pancréas. Donc si vous le remarquez bien, ici nous avons la constance ou bien la stabilisation de la glycémie dans une valeur d'environ 1 g par litre avant l'ablation de pancréas, c'est-à-dire qu'elle est stable, car on avait dit que la glycémie est une constante biologique. Donc après l'ablation de pancréas, on remarque une augmentation progressive
de la glycémie pour atteindre une valeur maximale d'environ 3 grammes par litre au bout de 10 heures. Donc, le pancréas, ou bien on peut conclure que le foie n'est pas le seul organe qui intervient dans la régulation de la glycémie, mais il faut aussi avoir un pancréas qui est sain et sauf, c'est-à-dire qui est en fonction physiologique. Donc, pour mettre en évidence ce rôle, ou bien l'intervention de pancréas dans la régulation de la glycémie, donc on a procédé à l'ablation de pancréas chez un chien. On parle de pancréatectomésie, c'est-à-dire on a procédé à la pancréatectomésie chez un chien. Donc, et on a suivi l'évolution de la glycémie en fonction de temps. Donc ici, on peut diviser la courbe en 3 domaines, c'est-à-dire avant le branchement de pancréas et après le branchement de pancréas, et aussi on débranche une deuxième fois le pancréas. Donc le pancréas débranché, ou bien il est fixé ou bien branché au niveau des veines et des artères au niveau du cou de chien, c'est-à-dire que la veine pancréatique elle est branchée au niveau de la veine jugulaire et l'artère pancréatique elle est branchée au niveau de l'artère carotidienne. Donc, si vous le remarquez bien dans le premier domaine, c'est-à-dire avant le branchement de pancréas, donc on note une élévation importante de la glycémie qui passe de 3 grammes à 4 grammes au bout de presque 2 heures ou bien 2 heures et demie. Et après le branchement de pancréas, on note une diminution progressive de la glycémie pour atteindre sa valeur normale qui est de l'ordre, bien qui oscille autour d'une valeur de référence qui est 1 gramme par litre. Si on débranche encore une fois, donc on remarque qu'il y a une augmentation toujours de la glycémie. Donc, on peut conclure que dans ce cas, le pancréas il a un rôle surtout c'est-à-dire un rôle dans l'hypoglycémie de sang, c'est-à-dire il permet de diminuer la glycémie. Donc, puisqu'on branche le pancréas au niveau de la circulation sanguine, et cet branchement a un effet sur plusieurs organes, c'est surtout sur le foie qui régule le glucose, c'est-à-dire qui régule la glycémie, le taux de glucose dans le sang. Donc, le pancréas sécrète des substances qui vont être véhiculées par le sang et arrivent au niveau de certains organes qu'on appelle les organes cibles. Donc, ces substances, ce sont des messages chimiques sécrétés par le pancréas et qui vont influencer ou bien intervenir physiologiquement sur d'autres organes. On appelle ces substances des hormones. Donc, le pancréas, on peut le considérer dans ce cas comme étant une glande endocrine, c'est-à-dire à sécrétion interne, c'est-à-dire qu'il sécrète des substances dans le sang, bien dans le milieu interne. Et on dit que c'est une glande qui est endocrine et elle est غدة إفراز داخلي. Quelles sont donc ces hormones sécrétées par le pancréas? Donc, pour mettre en évidence ces hormones, donc on va utiliser les résultats des expériences. Donc, on va commencer par la première expérience. Donc, ici, chez un animal, après ablation de pancréas, donc C1, c'est-à-dire après ablation de pancréas, on procède à l'injection, et C2, de l'insuline. Si vous le remarquez bien, donc, après ablation de pancréas, on note une diminution du glycogène hépatique. Et comme on a déjà vu, donc le glucose il est stocké au niveau du foie sous forme de glycogène. Donc l'ablation de pancréas entraîne une diminution de glycogène, c'est-à-dire que le glycogène maintenant il est hydrolysé en glucose. Suite à l'injection de l'insuline, on note toujours une augmentation de glycogène hépatique. Donc le glucose il est transformé dans ce cas en glycogène. Donc l'insuline c'est une hormone qui permet ou bien qui active la réaction de la glycogénogénèse, c'est-à-dire la formation de glycogène à partir de glucose. Ici, on va mettre en évidence le rôle d'une deuxième hormone sécrétée par le pancréas qui est le
le glycagon et on va voir la variation en même temps du glycogène hépatique cette fois-ci et aussi de la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang. Donc avant l'injection du glycagon, on remarque qu'on a la stabilisation des deux au niveau de la concentration, que ce soit du glycogène ici en bleu ou bien de la glycémie du glucose, ce qui est ici en noir. Donc on a stabilisation, c'est-à-dire que les concentrations oscillent aux alentours des valeurs normales. Donc après injection du glycagon, on note une diminution du glycogène hépatique et en parallèle, nous avons une augmentation de la glycémie. Donc, on peut conclure que le glycagon a un rôle qui est antagoniste au rôle de l'insuline, c'est-à-dire que le glycagon, il favorise ou bien il active la réaction de la glycogénolyse, c'est-à-dire l'hydrolyse de glycogène qui va se transformer en glucose et donc augmentation de la glycémie. Donc le glycagon, il active la réaction de la glycogénolyse. Cela va nous conduire à poser la question bien sûr sur la structure de ces hormones. Donc ces deux hormones, ils sont de nature peptidique, c'est-à-dire ils sont constitués d'une séquence ou bien de plusieurs séquences d'acides aminés. Donc pour l'insuline, on a deux séquences ou bien deux chaînes d'acides aminés. Toujours la chaîne, elle commence par une fonction amine et il se termine par une fonction acide et ces deux chaînes ils sont relayés par des ponts disulfures, c'est-à-dire S2. Et il est constitué de 51 acides aminés. Alors que le glycagon, il est constitué d'une seule chaîne polypeptidique de 29 acides aminés. Maintenant, on va passer aux structures responsables de la sécrétion de ces deux hormones au niveau de pancréas. Donc cela va nous pousser à procéder à l'étude microscopique de pancréas, mais avant de passer à cette étude microscopique, donc on va voir d'abord la situation de pancréas au niveau de tube digestif. Donc c'est une glande qui est branchée au niveau du duodénum, les ithna ashari, c'est-à-dire qui relaie l'estomac avec les intestins grêles. Et il se trouve au-dessus de deux foies. Et on a ici ce qu'on appelle le canal pancréatique qui est branché au niveau du duodénum. Donc l'étude microscopique de pancréas, elle montre deux tissus. Donc nous avons un tissu A et un tissu B. Donc le tissu A, il est constitué de cellules de grande taille. C'est ce qu'on appelle les acénés. Donc singulier c'est acénus, pluriel c'est acéné. Et nous avons des cellules de petite taille qui représentent ici le tissu B. Donc pour le tissu A, il intervient dans la fonction exocrine de pancréas, c'est-à-dire qu'il sécrète des enzymes qui interviennent dans la digestion, alors que le tissu B, il constitue ce qu'on appelle les îlots de l'ingérence, Juzairat l'ingérence. Donc ces îlots de l'ingérence, ils sont formés de cellules de petite taille. Et grâce à des techniques de la fluorescence, donc on a mis en évidence deux tissus différents au niveau des îlots de l'ingérence. On a les cellules qui sont colorées ici en vert et qui se trouvent au milieu des îlots, qu'on appelle les cellules bêta et qui sont responsables de la sécrétion de l'insuline, et des cellules périphériques au niveau des îlots de l'ingérence et qui représentent uniquement 30% des cellules des îlots de l'ingérence et qui sécrètent le glycagon. Donc voilà, c'est la fin de cette séquence. Donc je récapitule. Donc durant cette séquence, nous avons vu deux organes importants qui interviennent dans la régulation de la glycémie, à savoir le foie qui a un rôle primordial, très primordial, car il intervient dans deux réactions. La première réaction, c'est la glycogénogenèse, c'est-à-dire le stockage du glucose sous forme de glycogène en cas d'excès dans le sang. Et en cas de déficit, c'est-à-dire de la baisse de la glycémie, la deuxième réaction, c'est la glycogénolyse, c'est-à-dire l'hydrolyse de glycogène pour se transformer en glucose et donc augmentation de taux de glucose dans le sang. Nous avons aussi mis en évidence le rôle d'un deuxième organe qui a un rôle primordial aussi dans la régulation glycémique, qui est le pancréas. Le pancréas est une glande car il sécrète des hormones, donc on va l'appeler une glande, et aussi il sécrète des enzymes.
Et c'est une glande mixte car elle est à la fois exocrine et endocrine. Pourquoi exocrine? Car elle sécrète les enzymes digestives, c'est-à-dire le sucre pancréatique qui sera libéré dans le tube digestif. Et aussi, il libère des substances qui sont véhiculées par le sang pour intervenir au niveau des organes cibles tels que le foie, à savoir les hormones, c'est-à-dire les deux hormones, l'insuline et le glucagon. Nous avons vu aussi la structure de ces deux hormones. Ils sont de nature polypeptidique. Et c'est des chaînes, pour l'insuline, elle contient deux chaînes reliées par des ponts de disulfure qui contient 51 acides aminés et le glucagon qui contient 29 acides aminés, c'est-à-dire une seule chaîne de 29 acides aminés. Nous avons vu aussi les structures responsables de la sécrétion de ces deux hormones, c'est-à-dire les cellules alpha qui représentent les cellules périphériques, environ 30% de cellules périphériques des îlots de Langerhans, et les cellules bêta qui sont les cellules centrales des îlots de Langerhans et que représentent 70% des cellules des îlots de Langerhans.